Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Gaza, où est la paix promise? Nous posons la question alors que le plan Trump semble piétiner. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Adel Bakawan, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheur, directeur de l'Institut européen d'études du Moyen-Orient, l'ESMENA, auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, c'est aux éditions Talendier. Avec nous également Isabelle Defourny, bonsoir, soyez la bienvenue également. Vous êtes présidente de Médecins sans frontières France, MSF, dont on va évidemment parler. Il y a une actualité brûlante à votre sujet. Et en direct de Gaza, Rami Abou-Jamous, journaliste. Bonsoir Rami, on commence avec vous. Le Groenland, mais surtout évidemment l'Iran, sont les grands dossiers qui occupent le devant de la scène internationale depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Est-ce que les Palestiniens se sentent oubliés, quelque peu abandonnés, Rami ? Oui, malheureusement, c'est surtout que les médias, ils ont entendu parler qu'il y a un cessez-le-feu. Et depuis, on n'en parle plus de Gaza, alors qu'il n'y a pas vraiment un cessez-le-feu. C'est vrai que l'intensification des bombardements a baissé. C'est vrai qu'on n'a pas des bombardements 24/7, mais malheureusement, il n'y a pas de respect de cessez-le-feu depuis le 7e jour de cessez-le-feu. Aujourd'hui, par exemple, il y a 5 personnes qui ont été tuées. Là, il y a 5 heures à peu près, ils ont bombardé à côté d'une tente de deuil. Et il y avait un petit enfant de 3 ans au bord de la mer. Il a été tué par des snipers de la marine israélienne. Donc malheureusement, ça s'arrête pas. Et surtout, au niveau humanitaire, c'est de pire en pire parce que normalement, il devait y avoir 600 camions par jour qui devaient passer. On n'est même pas à la moitié. Et donc, avec des conditions de vie vraiment catastrophiques au niveau de la population, puisqu'un million de personnes vivent sous des tentes et sous des bâches, et donc dans des conditions de vie très dures et qui dépendent à 90% d'aide humanitaire parce qu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'on est senti un peu abandonné, et surtout que personne ne parle de Gaza, et surtout ne parle de la vie, de la non-vie qu'on est en train de vivre à Gaza depuis le cessez-le-feu. Restez avec nous, Rami, on vous retrouve dans quelques instants. Isabelle Defourny, on parle d'aide humanitaire, mais évidemment, j'aimerais d'abord vous entendre sur ce qui vous concerne en premier lieu. Israël l'a annoncé hier, MSF devra quitter le territoire palestinien d'ici le 28 février prochain. Pourquoi ? Pour avoir refusé de fournir au gouvernement israélien la liste détaillée de ses employés palestiniens, donc de vos employés sur place. Le ministère israélien en charge du dossier affirme que 2 employés de votre organisation avaient des liens avec les mouvements Hamas et Djihad islamique, ce que vous niez fermement. Comment réagissez-vous et si vous deviez partir, quelles conséquences ? C'est une décision extrêmement triste, tout d'abord pour nos patients et pour nos équipes. Comme ça vient d'être dit, on est dans une situation dramatique. Il n'y a pas de cessez-le-feu aujourd'hui en place à Gaza et la population dépend en très très grande majorité de l'aide humanitaire. Le gouvernement israélien nous a placés face à un choix impossible, prendre le risque de quitter Gaza ou lui fournir des données personnelles de nos équipes sans avoir la moindre possibilité d'échange avec les autorités israéliennes. C'est tombé comme ça hier, vous n'aviez pas d'informations à ce sujet ? Ça fait plusieurs mois que l'on est engagé dans le processus d'enregistrement de Médecins sans frontières et que l'on tente par tous les moyens d'avoir une discussion, d'avoir un rendez-vous avec les autorités israéliennes pour comprendre en fait les modalités d'utilisation de cette liste et avoir un minimum de sécurité. Mais pourquoi vous ne donnez pas cette liste ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? C'est des questions de sécurité pour vos travailleurs et travailleuses ? En fait, donner tout à fait à l'aveugle ces données personnelles de nos équipes sans avoir eu à nouveau le moindre dialogue, ce qui est quand même incroyable, parce que notre ministre de tutelle, le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme ne veut pas nous recevoir. Ça, c'est quand même assez rare. Quel ministère parlez-vous, israélien ou le ministère français ? israélien. Le ministère israélien de tutelle des ONG, celui qui est en charge de l'enregistrement des ONG, refuse de nous recevoir. Et donner à l'aveugle ces listes, c'est participer activement au contrôle qu'Israël met en place sur la population. Notre staff, nos équipes ont des craintes légitimes quand on sait que plus de 1500 travailleurs médicaux ont été tués, que des centaines sont emprisonnés, torturés, que 400 travailleurs humanitaires
ont été tués par Israël, le minimum. Fournir ces listes à l'aveugle, c'est impossible. Vous demandiez la transparence, ouais. Ouais. On demandait au minimum un dialogue un cadre et un dialogue. Quelques modalités pour ne pas participer activement à ce contrôle, ce qui est impossible pour une Alors organisation voilà pour cette comme la réaction sur cette question précise. On va revenir avec vous évidemment sur l'aide humanitaire avec la réouverture du point de passage ce matin. On va voir si vous en félicitez et de quelle manière. Adel Bakawan, sur le plan purement politique cette fois, on apprend aujourd'hui que Steve Witkoff, l'émissaire américain, rencontrera le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demain. Pour autant, on a le sentiment que le plan Trump est en train de piétiner. Plan en 20 points présenté au mois d'octobre dernier, on le rappelle. C'est l'immobilisme, comment l'expliquer? J'ai jamais été optimiste par rapport au plan de Donald Trump. C'est très bien ce qui s'est passé par rapport à la première phase, c'est-à-dire quoi? L'arrêt relatif du combat, je dis bien relatif parce que jusqu'à aujourd'hui, Rami nous a bien expliqué, il y a encore des bombardements. Mais globalement, on est sorti de cette guerre totale et globale. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de rendre les otages aux Israéliens. Maintenant, le diable se cache, non pas dans la troisième phase, ni dans la première phase, mais dans la deuxième phase. Alors justement, vous parliez des otages israéliens. Le dernier corps a été rendu il y a quelques jours. On en parlait ici même la semaine dernière. Normalement, ça devrait enclencher cette deuxième phase. Qu'est-ce qui bloque? Normalement, on est dans le processus de la deuxième phase. La chose la plus compliquée, c'est 12 enjeux. Le premier, c'est le désarmement du Hamas. Parce que et le deuxième, c'est le retrait de l'armée israélienne. Et l'un dépend de l'autre. Le Hamas nous dit « Je ne me désarme pas tant que l'armée israélienne est dans le territoire de Gaza ». L'armée israélienne nous dit « Tant que le Hamas n'est pas désarmé, je ne me retire pas ». Et donc, on est vraiment dans une réciprocité terrible pour la population de Gaza. Et personnellement, je pense, je vous donne ma grille de lecture, mon analyse. Et cette analyse n'est pas seulement basée sur intuition, c'est aussi sur les données à la fois factuelles, concrètes, mais aussi idéologiques. Le désarmement du Hamas est une hypothèse peu probable. Alors, d'abord, le désarmement, quelle catégorie? Est-ce qu'il s'agit des armes lourdes? Est-ce qu'il s'agit d'un désarmement total? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des cadres dirigeants du Hamas? Est-ce qu'ils vont rester dans la bande de Gaza ou ils doivent quitter le pays vers le Qatar ou la Turquie? Et ensuite, la base militante de Hamas qui a conduit cette guerre-là pendant 3 ans, voire des années et des années, est-ce qu'ils seront à l'abri des assassinats ciblés de la part d'Israël ou pas? Est-ce que cette armée israélienne, à un moment donné, va se retirer ou pas? Benjamin Netanyahou nous a dit clairement il y a 2 jours, même si on se retire, notre souveraineté en termes de sécurité restera non seulement à Gaza, mais aussi sur la Cisjordanie. C'est pourquoi c'est très, très compliqué la phase 2. Et pour l'instant, donc, on est suspendu, en tout cas, les Palestiniens et Israéliens, à cette rencontre demain entre Steve Witkoff et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On poursuit ce débat avec l'ouverture de Rafah, saluée comme une fenêtre d'espoir, je cite, selon le chef du comité palestinien de gestion de Gaza. C'est aussi sans doute l'une des avancées tout de même du plan Trump. Rami, autour de vous, comment les Palestiniens ont-ils accueilli cette réouverture limitée, on le disait, de Rafah? Oui, on peut dire que c'est une fenêtre d'espoir, mais une fenêtre à moitié ouverte. Donc malheureusement, on a vu que déjà les restrictions de départ et de revenir, et on parle de 150 personnes qui peuvent quitter Gaza, 150 personnes qui vont rentrer, avec des conditions de fouilles et de restrictions sécuritaires. Il faut envoyer les listes pour les services de sécurité israéliens pour qu'ils donnent, pour approuver les listes pour qu'on parte. Et déjà, on parle de juste par jour 50 patients blessés pour partir avec 2 accompagnants. Depuis la déclaration d'ouverture de ce terminal ce matin, de 8 h du matin, il y a juste 1 heure où il y a juste 5 personnes, 5 patients avec 10 accompagnants. Ils ont pu entrer dans le terminal égyptien, donc ils ont pu quitter le territoire ou bien la bande de Gaza. Mais malheureusement, il n'y a plus personne qui jusqu'à présent qui est entré, alors qu'on a vu par les médias égyptiens qu'il y avait des Palestiniens qui veulent revenir à Gaza. Pareil, c'était depuis 8 h du matin. Jusqu'à l'heure actuelle, on est en train de parler. Il n'y a aucune personne qui a pu rentrer. Et donc, ça se voit très, très bien comment c'est cette ouverture qui ne donne pas jusqu'à présent une fluidité, et surtout pour
les gens et des patients. D'après le ministère de la Santé à Gaza, il y a 4000 personnes qui ont besoin de sortie d'urgence et il y a plus de 20 000 personnes qui ont besoin de se faire transférer et soigner à l'étranger. Si on va avoir ce rythme-là, on va passer des années pour les évacuer. Mais bien sûr, il y a d'autres personnes qui veulent partir. Il y a des étudiants qui veulent aller faire des études à l'étranger. Il y a d'autres qui veulent rejoindre leur famille. Il y en a ceux qui veulent quitter Gaza parce qu'ils ne veulent pas vivre dans l'enfer. Et pareil, de l'autre côté, il y a des milliers de personnes qui veulent rentrer dans la bande de Gaza. Et on voit très bien que cette ouverture, c'est peut-être juste pour faire plaisir aux Américains qu'on a ouvert le terminal, mais sur place, il y a juste 5 personnes qui ont pu passer, 15 personnes qui ont pu passer ce matin ou cette journée pour entrer en Égypte. Voilà, il me semble que vous l'évoquiez tout à l'heure, Ami, l'État d'Israël veut diminuer le nombre de camions humanitaires qui entrent chaque jour, estimant que c'est trop, en fait. Isabelle de Fourny, votre réaction à la fois à cette volonté israélienne de limiter le flux de camions humanitaires, mais sur la réouverture elle-même. On aimerait vous entendre, vous appeliez de vos voeux quand même à ce qu'elle soit ouverte. Mais ce qu'il veut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les besoins humanitaires, les besoins en aide sont massifs à Gaza. Enfin, c'est compréhensible après 2 ans de bombardements intenses où toutes les infrastructures civiles ont été détruites. Donc les besoins sont majeurs. Et on est face à un étranglement de l'aide humanitaire par l'expulsion des MSF, qui, il faut quand même le dire, on est un acteur important à Gaza. On est le 2e distributeur d'eau. L'année dernière, on a réalisé un tiers des accouchements qui se sont déroulés dans la bande de Gaza. Mais on n'est pas les seuls, en fait. Il y a 37 organisations internationales qui n'ont pas été réenregistrées par Israël. Donc on voit cette volonté de se priver de professionnels, de gens dont c'est le métier de mettre en place l'aide humanitaire, sans que l'on soit remplacé. On n'a pas d'espoir. Enfin, on ne voit pas aujourd'hui par qui on serait remplacé. Les précédentes tentatives, comme la Gaza Humanitarian Foundation, ont été un désastre. L'aide s'est retournée contre les personnes. Plus de 1000 personnes ont été tuées alors qu'elles venaient chercher de la nourriture. Donc on ne voit pas par qui on va être remplacé. Et puis ce qui nous inquiète énormément et ce qui inquiète aussi nos équipes sur place, c'est cette volonté finalement de se débarrasser des témoins gênants. Les journalistes internationaux ne sont pas autorisés à Gaza et puis maintenant ce sont les acteurs humanitaires et particulièrement ceux qui témoignent dont le gouvernement israélien veut se débarrasser. Donc oui, c'est une situation dramatique où l'aide est nécessaire en urgence. Ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, indirectement, ça va dans le scénario que j'ai annoncé à la fois dans mon livre, La décomposition du Moyen-Orient, et dans mes articles. C'est que je pense que les Américains, les Israéliens et une partie, hélas, une partie du monde arabe n'ont aucun projet sérieux pour l'avenir de Gaza. Le plan Trump, les tabous, etc. Tout ça, c'est idéal typique à Max Weber. Et vous me permettez une dernière phrase. Je pense que le scénario vers lequel on tend et on se dirige, c'est la gestion du chaos. La gestion du chaos tel qu'il est. C'est-à-dire, il n'y aura pas la reconstruction de Gaza, il n'y aura pas la Riviera du Moyen-Orient à Gaza, il n'y aura pas la déportation de 2 300 000 Palestiniens, il n'y aura pas l'aide massive humanitaire, il y aura la fermeture de toutes ces organisations, il n'y aura pas des journalistes. Et donc, gérer ce chaos tel qu'il est. Ouais. J'entendais vous dire Riviera, c'est vrai que cette sombre réalité dont on parle aujourd'hui à Gaza, elle n'a pas été évoquée à Davos lors justement du lancement officiel du Conseil de la paix de Donald Trump. Par contre, Jared Kushner, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la région, l'émissaire, lui, a parlé de ce projet de Riviera encore qui n'est pas enterré finalement. Oui, absolument, pour mettre en place la Riviera ou tout simplement la Dubaï ou le Doha à Gaza, il faut préparer des conditions objectives. Or, aujourd'hui, on sait très bien, ni Steve Witkoff, ni Benjamin Netanyahu, ni l'autorité palestinienne, ni les pays du Golfe, personne est engagé sérieusement pour préparer ces conditions objectives. C'est le contraire. On fait virer tout le monde. Même Médecins sans frontières. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'on ne parle plus du tout de la résolution du conflit israélo-palestinien, mais précisément de Gaza. C'est-à-dire que la Cisjordanie est devenue totalement dissociée, en fait. Absolument. Et il se passe beaucoup de choses en Cisjordanie. Les Palestiniens par enclave. Une enclave là, une enclave là, une enclave là. On est très très loin. Et même moi, ce qui m'étonne, c'est l'initiative française. La France a pris une très belle initiative pour la question palestinienne. Mais
Où sont les actions diplomatiques? Où sont les marges diplomatiques? Pourquoi on n'a pas fait des conférences? Pourquoi on s'est arrêté là? D'accord, le dossier iranien s'impose à nous. D'accord, le dossier syrien s'impose à nous. Mais on sait très bien que le dossier éternel, le centre de gravité... Ça demande des efforts diplomatiques. Le centre de gravité du Moyen-Orient n'est pas à Téhéran ni à Damas, mais c'est la question palestinienne. Rami Abou-Jamous, je citais son nom, Ali Chat, à la tête du comité transitoire palestinien, chargé d'administrer donc la bande de Gaza. Alors on imagine que les Palestiniens, vu ce qu'on dit ce soir, n'ont pas le temps ni l'énergie à parler de géopolitique ou de politique politicienne à proprement parler. Mais Rami, où est passé Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne? On l'entend très très peu, question récurrente, c'est vrai. Et comment, autour de vous, effectivement, on voit cet avenir? Est-ce que c'est ce que dit notre invité Adel Bakawan, à savoir la gestion du chaos qui se dessine? C'est pas qu'une gestion de chaos, c'est aussi l'isolement de la bande de Gaza à la Palestine. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de rôle de l'autorité palestinienne, on ne voit pas le rôle d'Abbas. Malheureusement, tous ces acteurs-là, ils sont éliminés de terrain, si on peut utiliser ce terme. Et maintenant, ceux qui dirigent la bande de Gaza, c'est les Américains, les Israéliens. Et bien sûr, il fallait des Palestiniens, donc ils ont créé ce comité-là. La population à Gaza, ils attendaient n'importe quel espoir pour arrêter déjà la guerre et pour améliorer la vie quotidienne et surtout les besoins humanitaires. Et c'est pour ça qu'ils attendaient que les premiers arrivés avec l'ouverture de terminal Rafah, c'était ce comité-là. Mais malheureusement, ce comité, apparemment, les Israéliens, ils n'ont pas permis. Et le Hamas est toujours là, Rami? Oui, bien sûr, le Hamas est toujours là. Les Israéliens, ils savent que le Hamas est toujours là. Et la dernière fois, le Hamas, ils ont déclaré que la police de Hamas sont prêtes à escorter ce comité quand ils sont arrivés. Le lendemain de cette déclaration, les Israéliens, ils ont bombardé le commissariat de police. 15 personnes ont été tuées. Parmi eux, il y a 4 policières et des détenus qui étaient dans le commissariat. Et bien sûr, les autres ministères, c'est dirigé par le Hamas parce qu'il faut faire la distinction entre le Hamas en tant que gouvernement et le Hamas en tant que mouvement. En tant que gouvernement, les ministères, ils ont repris le travail, les affaires sociales, l'état civil, les actes de naissance, aussi il y a tout ce qui est côté sanitaire, c'est-à-dire les municipalités, les hôpitaux, les 2 hôpitaux publics qui fonctionnent d'une façon partielle, l'hôpital Shifa et l'hôpital Nasser, ils sont dirigés par le gouvernement du Hamas, le ministère de la Santé du Hamas. Donc le Hamas, ils sont toujours là. Merci. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamous, pour toutes vos précisions en direct de Gaza. Donc, merci Adel Bakawan et merci Isabelle de Fourny de nous avoir accompagnés dans ce débat pour parler de la situation dans l'enclave palestinienne. Quelques mois donc après le plan Trump, c'était début octobre. Et on rappelle demain cette visite donc de l'émissaire américain Steve Witkoff qui rencontrera Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.